On va passer à l'exposé de Sylvain sur l'enseignement en IA. IA, ça reste une question actuelle en recherche, mais on cherche à enseigner quand même. Et à l'INSIMARC, Sylvain a introduit quelques notions dans certains cours avec de bons retours des étudiants de l'INSIMARC. Et à Grenoble, il y a fait aussi. On a le plaisir d'écouter Sylvain nous expliquer. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis effectivement Sylvain Bouvray, enseignant-chercheur au laboratoire d'informatique de Grenoble et à l'ENSIMAG pour mes enseignements. Merci de m'avoir invité pour parler un petit peu d'enseignement de l'IA Frugale. Alors, je vais peut-être un message d'avertissement préalable. Je suis ni expert en IA, ni expert en frugalité. J'aime bien manger et boire, hein. Et puis, quant à l'enseignement, j'ai un peu d'expérience, mais je crois que je ne peux pas me prévaloir de beaucoup d'expertise là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis, ce ne sera pas un exposé scientifique, c'est même tout le contraire, c'est très peu sourcé. Ce sera la première présentation de comptoir de la session là, de cette année des girafes. Voilà, quelques réflexions de coin de table qui n'engagent que moi et pas mes collègues non plus. Voilà. Je vous ai mis à l'aise. Donc ah ouais. Yes, ok. Désolé. Bonjour aux gens qui nous écoutent à l'extérieur. Bonjour aux 24 personnes qui nous écoutent à l'extérieur. Oui, il y a des collègues dans la salle, ils pourront compléter éventuellement ou alors me contredire si je dis n'importe quoi. Alors, quand on ne sait pas quoi dire sur un sujet, en fait, il y a une astuce classique, c'est de revenir sur les termes de la définition. Alors, position du problème, c'est ce que j'ai appelé position du problème. Frugal. C'est pas pratique. Bon, je vais me retourner. Alors, frugal, qu'est-ce que c'est? J'ai été chercher sur le Trésor de la langue française informatisée. La frugalité, c'est quoi? C'est qui est empreint de simplicité, de sobriété. Vous n'avez pas eu la curiosité d'aller voir, je suis sûr. Il y a d'autres définitions, mais... Alors, sobriété, je me suis un peu intéressé à ce que ça pouvait être. C'est bien de revenir au détail des termes. Alors, tempérance dans le boire et le manger, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, sinon, je pense que ouais, ce sera plus pratique. Si. Alors, tempérance dans le boire et le manger, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être synonyme frugalité. C'est intéressant, il y en a qui distinguent les deux termes, sobriété, frugalité. Ça semble pas être le cas. Alors ça, c'est pas la bonne acception. Si on regarde, c'est plutôt modération, mesure, discrétion. Et ça, c'est intéressant de voir ces termes. Antonyme, enflure, exagération, ostentation. Alors ça, c'est pour frugalité. Et maintenant, quand on s'intéresse au cadre de l'IA, en fait, si on cherche un petit peu, la frugalité, c'est l'acception générale, un peu acceptée, c'est faire aussi bien, voire mieux avec moins de ressources. On peut discuter de ce terme. Alors pour ce qui est de la définition de l'IA maintenant, et c'est là où on ne va pas forcément être d'accord tous ensemble. Donc je vais revenir là-dessus, parce que ça me paraît quand même important de poser ça. Alors l'IA, je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer tout l'historique de l'IA, mais en gros, une vision assez classique, c'est ça. Je pense que c'est bien de revenir aux sources. L'IA, c'est quoi? Il y a quatre axes en fait. Soit des systèmes qui pensent comme des humains, soit des systèmes qui pensent rationnellement, soit des systèmes qui agissent comme des humains, soit des systèmes qui agissent rationnellement. Alors ça, c'est la vision de Russell et Norvig en 2010. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux dimensions. D'une part, la dimension référence, est-ce que l'IA, la référence, c'est l'humain, ou alors un système de pensée rationnel, un modèle idéal de rationalité. Et la deuxième dimension, c'est à l'aune de quoi on juge. Est-ce que c'est de la pensée ou du comportement? Et ce qu'on voit, en fait, c'est que dans les modèles actuels, on a tendance à voir ça comme la boîte en bas à gauche des systèmes qui agissent comme des humains. Typiquement, ChatGPT, c'est ça. On n'a pas de pensée rationnelle derrière et on juge de l'intelligence de la machine juste par l'observation de ces actions-là. Bon, bien sûr, on a la traditionnelle dichotomie entre IA faible et IA forte qui s'exprime selon cette dimension-là. Alors, une tentative de définition un petit peu large de l'IA, j'aime bien celle-ci, il y en a plein d'autres. L'intelligence artificielle a pour but de faire exécuter à l'ordinateur des tâches pour lesquelles l'homme, dans un contexte donné, est aujourd'hui meilleur que la machine. Alors bon, par définition, c'est
c'est flou, et les contours sont mouvants, parce que chaque fois qu'un problème est bien résolu en IA, il sort par définition du domaine. Alors ça, c'est une définition de 2002. Pareil, on peut discuter là-dessus. OK. Alors, juste pour, par curiosité, on peut voir ce que l'Europe en dit de l'IA. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'IA? Je ne sais pas si vous la connaissez, cette définition de l'Union européenne. Vous l'avez déjà vu? C'est intéressant, je trouve, de revenir là-dessus, même si je digresse un peu. AI system means software that is developed with one or more of the techniques and approaches listed in Annex 1. Alors, Annex 1, c'est quoi? C'est ça. Donc, en gros, il liste un certain nombre de méthodes, de techniques, et c'est ça qui définit, donc, par extension, la notion de système d'intelligence artificielle. Donc, pas du tout la même définition. Intéressant. Bon, je vous laisse regarder rapidement ce qu'il y a dans ces techniques. Alors, et l'apprentissage dans tout ça, puisque finalement, c'est ce qui occupe la plupart d'entre nous ou vous ici. Donc, l'apprentissage, c'est quoi? C'est la faculté de créer des connaissances permettant de résoudre des tâches pour lesquelles l'algorithme n'a pas été explicitement programmé. Et je vous apprends rien en disant que dans l'apprentissage, ça recouvre vraiment beaucoup de choses, donc quatre grands domaines: supervisé, non supervisé, renforcement, transfert. Ça aussi, c'est discutable. Je passe rapidement parce que ça, je pense que vous connaissez toutes et tous. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que selon certaines personnes, et la tendance qu'on est en train de voir, c'est que l'apprentissage constitue l'essence même de l'intelligence, et ce qui fait dire qu'on a une équation IA égale machine learning, et qu'on entend de plus en plus souvent et qu'on voit de plus en plus souvent. Alors moi, je m'inscris en faux contre cette équation. Et encore, une équation encore plus restrictive qu'on voit de temps en temps: IA égale deep learning. Voilà, donc c'est la première chose que je dis en général aux étudiants et étudiantes que j'ai devant moi quand je dois enseigner l'IA, frugale ou non, c'est cette équation est fausse. Donc, premier message, je pense, pour parler de l'enseignement de l'IA frugale ou non. Il faut sortir du paradigme IA égale ML et encore plus, enfin, ML, machine learning, et encore plus du paradigme IA égale deep learning. À mon avis, est délétère à plus d'un titre. Déjà, c'est appauvrissant pour la discipline. Ça mène parfois à utiliser des approches inadaptées. On va sortir des réseaux deep pour des trucs qui finalement ne nécessitent pas du tout ces approches-là. Et c'est problématique d'un point de vue environnemental, et je vais y revenir. Bon, alors là, c'est un peu l'ancien expert en IA symbolique énervé par la revanche des réseaux de neurones qui parle. Sur le plan environnemental, donc pourquoi ça paraît problématique? Parce que qui dit apprentissage dit besoin de données d'entrée, donc énormément de données d'entrée. Et ce qu'on observe quand même, c'est que c'est difficile de sortir de la formule augmentation de la taille des jeux de données implique diminution de l'erreur. Parfois, c'est un peu compliqué de sortir de ça. Ce qui pousse à une inflation dans la taille des jeux de données d'entraînement, et aussi des modèles qui servent à les entraîner et à faire de l'inférence dessus. Alors, quelques chiffres, hein. Je vous les ai donnés pour vous montrer, enfin, pour essayer de vous convaincre que je suis un peu sérieux quand même. Pour GPT-3, on est à 175 milliards de paramètres, sauf erreur. Vous pouvez me contredire si ce n'est pas les bons chiffres. C'est juste énorme. 96 couches pour le réseau de neurones. Ça prend enfin, la couche d'entrée prend 32 000 mots actuellement. Alors maintenant, on est à GPT-4. Je n'ai pas les chiffres pour GPT-4. Et puis, plonge les mots dans un espace à 12 000 dimensions. 12 000 dimensions, je n'arrive pas vraiment à me représenter comment on peut visualiser ça. Et puis, selon cet article, alors je ne sais pas si c'est la meilleure source, mais bon, c'est pour donner des chiffres. L'entraînement équivaut à la consommation à peu près de 1287 MWh d'énergie, ce qui, là où ça a été entraîné, équivaut à peu près à 552 kg équivalent CO2. Alors, prenez pas ces chiffres trop à la lettre, c'est vraiment des ordres de grandeur, c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur.
pas très important de toute façon. Hop, c'est bon pour le début. Alors, j'avance un petit peu dans mon exposé et on va s'intéresser à la frugalité, vue comme mesure d'efficacité. Alors, on va partir dans cette partie de deux hypothèses. Déjà, on va se focaliser sur le deep learning, puisque souvent, en fait, c'est ce qui pose problème. Et puis, on va définir frugalité comme faire aussi bien avec moins. Alors, si on est d'accord avec ces hypothèses, et ça, on verra que peut-être on peut les remettre en cause. Enfin, je veux pas spoiler la fin. Alors du coup, en fait, probablement qu'il nous faut des moyens de mesurer ce que consomme un algorithme. Voilà, donc dans le cas de l'apprentissage, en plus, il y a une spécificité, je ne vous apprends rien, c'est qu'il y a deux phases en général. Une phase d'apprentissage qui se fait en général hors ligne, pas toujours, mais en général c'est hors ligne, et une phase d'inférence. Donc ce qu'il faut bien distinguer, c'est ces deux phases, et puis distinguer les impacts en phase d'apprentissage et phase d'inférence. Pour ce qui est de la question de la mesure, je ne suis pas non plus expert. On aura, je pense, des exposés un peu plus tard dans les girafes qui seront justement centrés sur cette question de la mesure. Je vois plusieurs solutions. Donc, soit vous utilisez une grosse infrastructure de calcul type Grid 5000 qui est déjà instrumentée pour faire ces mesures de consommation électrique. Ou alors utiliser des outils des fournisseurs de cloud privés. Et ça, c'est avec la confiance toute relative qu'on peut peut-être accorder à leurs données. Soit bah, vous avez accès aux machines physiques qui font l'apprentissage et l'inférence, et auquel cas, bah, comment vous pouvez mesurer, bah, vous allez brancher des wattmètres sur les. C'est ce que je dis aux étudiants, hein. La meilleure manière de mesurer l'impact énergétique en phase d'usage, c'est d'aller brancher des wattmètres. Ou alors instrumenter un serveur local au préalable. Ou alors, utilisation de sondes logicielles. Donc, ce que je pense vous connaissez, c'est notamment les compteurs RAPL, alors sur lesquels s'appuient des nombreux outils et des bibliothèques disponibles. Il y en a un certain nombre que je cite ici, Code Carbone, Pijoule, Power API, Perf, etc. Des outils qui sont en général disponibles et qui peuvent vous donner une bonne approximation de la consommation énergétique. Bon, les seuls problèmes, c'est que ça nécessite une architecture un peu particulière. Ça ne marche pas non plus sur machine virtuelle. Il faut une architecture Intel assez récente. Si vous voulez mettre en place des TP avec les étudiants, vous devez avoir un accès super utilisateur ou une autorisation spéciale sur ces compteurs. Donc ça, je vous le dis si vous voulez le faire. Et puis, ça donne qu'une vue partielle de la consommation. Socket CPU, des RAM, éventuellement GPU intégré, mais pas du tout le reste de la machine. Donc c'est vraiment un proxy, c'est très très approché. Alors, mais la question qui se pose, en fait, si on élargit un peu le point de vue, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces mesures de consommation énergétique avec toutes ces sondes? Finalement, bah, la question est ouverte. On peut en discuter. Moi, je ne suis pas persuadé. Sachant qu'en fait, on a pas mal de proxys pour la consommation énergétique. Finalement, pourquoi les mettre des sondes un peu partout alors qu'on peut mesurer beaucoup plus simplement des quantités physiques telles que le temps CPU, l'empreinte mémoire, le nombre de défauts de cache. Là, il existe des outils pour ça. Et puis, même au préalable, hein, si on s'intéresse aux algorithmes, on peut faire des analyses de complexité temporelle et spatiale qui, en général, nous donnent des très, très bonnes idées sur ce que va coûter, quel impact va avoir un algorithme. Donc voilà, là, je m'interroge vraiment sur la pertinence d'aller faire des mesures et je suis prêt à en discuter. Hop. Alors maintenant qu'on a mesuré, on va pouvoir s'intéresser à faire de la frugalité au sens efficacité, c'est-à-dire réduire les impacts directs. Alors comment on peut faire ça? Je vous donne quelques pistes que je n'ai pas creusées moi-même, mais c'est des pistes quand même habituelles. On peut réduire la taille des modèles pour essayer de faire aussi bien avec des modèles de taille plus faible, en nombre de paramètres, ou alors quantifier les paramètres. Ça, il y aura un super exposé demain après-midi là-dessus.
On peut réduire la taille des jeux de données d'entraînement pour faire aussi bien avec moins de données d'entraînement, ou alors pour faire un peu moins bien si on accepte un plus fort taux d'erreur. Réutiliser des modèles préentraînés, par exemple par apprentissage par transfert, pour gagner toute la phase d'entraînement d'un modèle. Ou alors utiliser des matériels dédiés, des architectures neuromorphiques par exemple, qui consomment moins pour faire ces entraînements et ces inférences. Okay. Voilà, il y a plein d'autres pistes, je pense. Ça nous promet de beaux problèmes mathématiques et informatiques à la clé. C'est vraiment de la belle science. Il y a vraiment des trucs sympas à faire là-dedans, si vous aimez la science. Alors, ça, c'était pour la partie efficacité, enfin frugalité vue comme efficacité. Alors, il y a un certain nombre d'angles morts, même si on parle des impacts directs. Je pense que vous les avez vus, mais j'aime bien quand même les rappeler aux étudiants. Et j'aime bien mettre le point sur les angles morts. Voilà. Parce que la définition des angles morts, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas vus. Alors, déjà, sur la production des données, c'est une chose à laquelle on ne fait pas forcément très attention. La plupart de ces modèles d'apprentissage, là on parle du DEEP encore, fonctionnent bien parce qu'ils sont entraînés sur des jeux de données de grande taille. Et en fait, on ne se pose jamais la question de l'impact de la production de ces jeux de données. Enfin, à ma connaissance, il y a très peu d'études là-dessus et on en parle en tout cas jamais quand on parle d'IA frugale. Et pourtant, en fait, la production de ces données a un impact. On parle beaucoup des biais dans la production des jeux de données. Il y a un certain nombre de jeux étiquetés qu'on trouve en ligne. C'est à peu près n'importe quoi sur l'étiquetage, mais on parle assez peu de l'impact environnemental, de la production de ces données. Deuxième angle mort, bon, je vous remets la figure standard de l'impact global du numérique, pas seulement l'IA, mais ça c'est juste pour un rappel que tout le monde connaît, je pense. Pour ce qui est des impacts émissions de gaz à effet de serre et en consommation d'eau notamment, en fait, ce qui impacte l'impact principal au niveau de l'informatique globale, c'est pas la phase d'usage, c'est la phase de fabrication. Or, quand on parle d'IA frugale et quand on fait de l'efficacité en termes de réduction de l'impact en phase d'usage de l'inférence et de l'apprentissage, on oublie un petit peu qu'il y a la production des machines aussi qu'il faut prendre en compte. Comment on fait il y a un grand nombre de machines dédiées qui ont été produites pour faire ces apprentissages et ces inférences. Comment on fait en fait pour prendre en compte ces aspects-là? Donc ça me paraît être un autre angle mort de l'IA frugale. Donc deuxième message, ouais, j'ai mis les trucs en orange, les trucs qui me paraissaient importants, comme ça en fait, si vous pouvez ne pas écouter le reste, mais au moins vous concentrer sur les trucs orange. Faut sortir du paradigme impact environnemental égale impact en phase d'usage, même si on parle de phase d'usage en tant que phase d'apprentissage et d'inférence. Parce qu'on oublie la phase de production des données et on oublie la phase de production du matériel, entre autres. Je n'ai pas parlé d'autres choses comme la fin de vie des matériels, etc. Mais pour aller vite. Okay. Alors là, je passe à la partie vraiment intéressante, je pense, de l'exposé. Pourquoi enseigner l'IA frugale et doit-on enseigner l'IA frugale? Alors ça, en tout cas, c'est la partie qui m'intéresse le plus, moi. Alors, je vois trois raisons possibles qui pourraient pousser quelqu'un à enseigner l'IA frugale. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont l'expérience de l'enseignement de l'IA frugale. Vous êtes peut-être demandé pourquoi vous enseignez ça. Alors, trois raisons possibles que j'ai listées ici. Vous pouvez peut-être en avoir d'autres. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des beaux problèmes mathématiques et informatiques. Intellectuellement, c'est vraiment satisfaisant d'essayer de faire mieux avec moins en termes vraiment purement intellectuels. Il y a un domaine dans lequel ça se justifie également, c'est si vous devez, on en a vu un exemple juste avant, si vous devez embarquer les modèles d'IA. Là, vous avez intrinsèquement des ressources limitées. Donc, du coup, forcément, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi, déployer ChatGPT sur GPT-3
sur une puce, enfin sur un circuit Arduino, quoi. Ces deux raisons sont pas très souvent évoquées. Ce qui est souvent évoqué, c'est on fait de l'IA frugale parce qu'on veut réduire l'empreinte environnementale de l'IA. D'accord ? Et c'est là-dessus que je vais me focaliser. Je vais me focaliser en vous donnant un exemple de figure que j'ai prise un peu au hasard dans cette référence-là qui vous donne le nombre d'opérations en machine, enfin en virgule flottante sur une centaine de machines d'apprentissage les plus performantes probablement. Avec l'ère du deep learning à droite en bleu en 2010 et une belle régression linéaire pour montrer comment ça évolue. Alors ça évolue de manière linéaire, d'accord, mais sur une échelle logarithmique en axe désordonné, donc la tendance est quand même vaguement exponentielle, on est d'accord. Avec donc une évolution qui est à peu près une multiplication par 100 en 4 ans, tous les 4 ans. D'accord. Belle évolution exponentielle. Et là, on parle, c'est juste un indicateur, mais je voulais juste trouver une courbe exponentielle. Et c'est super facile d'en trouver dans le domaine, en fait. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour la trouver, celle-là, et il y en a plein d'autres. D'accord ? Donc, petite expérience de pensée, un petit exercice que je soumets à votre sagacité. Donc, supposons, bon, c'est une simplification, que chaque opération en virgule flottante consomme X watts. À l'année N, le nombre moyen d'opérations... Enfin, pardon, j'aurais dû mettre des watts-heures ou des joules, en fait, je me suis trompé. À l'année N, le nombre moyen d'opérations en virgule flottante effectuées par l'entraîneur d'une machine est de C, peu importe C. Donc la consommation totale est CX. Cette même année, on va dire on a une innovation de rupture. On arrive à faire la même chose en divisant par 10 la consommation unitaire d'une opération en virgule flottante. D'accord ? C'est exactement ce qu'on fait quand on cherche à faire de l'IA frugale au sens efficacité. On cherche à diviser le coût unitaire d'une opération ou alors à diviser un coût unitaire pour faire la même chose. Alors la question, c'est en combien de temps, après l'année N, aurais-je dépassé la consommation totale CX, qui est ma consommation initiale, avec les mêmes tendances? Bon, vous savez pas. Non, vous avez oublié que ça multipliait par 100 tous les 4 ans. Bah, en fait, en 2 ans, dans le meilleur des cas. Quand je dis dans le meilleur des cas, en fait, c'est que très probablement, en fait, vu qu'on a repoussé des limites, on a encore l'infrastructure des machines qui nous permet de faire de dépenser autant d'énergie, et en fait, on va le dépasser bien avant, en fait, puisqu'on va utiliser les machines comme ça. La morale de l'histoire, c'est qu'en fait, l'augmentation d'efficacité ici, ça se traduit pas du tout par une réduction d'impact environnemental. Là, j'enfonce une porte ouverte, hein. Vraiment, tout le monde le sait, je pense, maintenant, mais je pense que c'est bien d'enfoncer les portes ouvertes. Ça fait que repousser des limites, en fait. Il est très probable que ça n'induira pas à moyen terme de diminution d'impact. Au contraire, en fait. On va repousser une limite. Et puis, la tendance étant exponentielle, on aura beau avoir divisé le coût unitaire, bah, ça ne va rien changer. On est d'accord avec ça ou... Alors, message 3, je pense un message plus important que les deux autres. Il faut sortir du paradigme frugalité égale réduction d'impact environnemental, qui est, à mon avis, mortifère à plus d'un titre. D'une part, il s'inscrit dans un imaginaire dans lequel il existe des solutions technologiques miraculeuses aux problèmes environnementaux. Je pense qu'il y a plus grand monde qui y croit maintenant. Ça détourne de manière trompeuse les étudiants des vrais problèmes et des vraies solutions. Les vrais problèmes et les vraies solutions, c'est quoi? C'est faire vivre une informatique dans le cadre des limites planétaires. Et là, on voit qu'avec les tendances exponentielles de la demande, ce sera difficile, vraiment. Alors, là, une petite dernière partie qui va être rapide. C'est pour vous montrer un peu plus des expériences d'enseignement auprès d'un public ingénieur. Alors là, je fais appel également à mes collègues de l'ENSIMAG qui peuvent avoir des expériences similaires ou pas. Donc, c'est à l'ENSIMAG.
Voilà. Donc, public d'ingénieurs en informatique, étudiants ingénieurs. Dans le cadre de 2 projets qui ont été mis en place cette année, pour vous montrer un petit peu, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on confronte les étudiants à ces problématiques d'IA frugale ou alors d'innovation environnementalement vertueuse. Alors, le premier contexte, c'est un projet d'IA avec des étudiants qui choisissent eux-mêmes par équipe leur sujet. On leur dit, la seule contrainte, c'est que vous devez bosser sur un sujet d'IA. 0 contrainte. Ils ont eu un cours d'introduction où je leur expliquais que l'IA, ce n'était pas que le machine learning, etc. Enfin, toujours l'expert en IA symbolique un peu énervé. Quelques constats, sans jugement de valeur, hein, mais c'est vraiment un constat de voir où en sont les étudiants en informatique à l'heure actuelle. 100% des projets impliquent de l'apprentissage, donc du coup, on est en plein dans le IA égale apprentissage, dans environ 80-90% du deep learning. Donc, on est vraiment là-dedans, dans cet imaginaire-là. Aucun n'est appliqué à des problématiques environnementales, d'accord? Donc, le AI for Green, ça n'a pas l'air de faire rêver beaucoup les étudiants, ni même scientifiques au sens large. Aucun n'est appliqué à des problématiques scientifiques. Et aucune prise en compte sérieuse même de l'efficacité des modèles. Alors, en fait, l'une des directives du projet, c'était de dire, vous ferez une évaluation sérieuse, documentée, etc., des impacts environnementaux et sociétaux de votre projet. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que ça vient comme machin supplémentaire à la fin, où ce qu'on va chercher à faire, on fait d'abord du fonctionnel, un truc qui fonctionne, un truc qui résout notre problème, sans remettre en cause le problème lui-même. Et à la fin, on mesure, ça nous saoule un peu, mais on fait enfin, c'est mon interprétation, mais c'est vraiment comme ça qu'il me le présente. On mesure à la fin parce qu'on nous oblige à le faire. Donc, on est un peu loin de la génération climat. Et puis, un deuxième contexte que j'aimerais vous citer également, c'est un contexte un peu différent. Donc ça, c'est pas limité à l'IA, c'est un contexte d'un projet où on leur demande de faire un projet d'innovation qui est orienté explicitement sur des enjeux environnementaux et sociétaux. Donc là, je suis pas le seul dans cette salle à l'avoir suivi, ce projet. Donc quelques constats sur pareil, c'est des sujets qui sont choisis librement par les étudiantes et étudiants, par équipe. Bon, on a quelques projets farfelus qui sont toujours technosolutionnistes, mais qui sont voire complètement excentriques. Bon, ça peut être du second degré à la limite. Quelques projets qui sont sérieux sur le plan efficacité, c'est-à-dire il y a des gens qui se posent vraiment la question de la frugalité au sens de l'efficacité, mais qui remettent jamais en cause les hypothèses de départ. Une citation extraite là d'un des projets, le monde a besoin de plus de data centers, ou le monde a besoin de stocker plus de données. Et partant de là, effectivement, la réponse, c'est forcément, on va faire de l'efficacité, on va essayer de faire mieux pour le stockage de données. Mais cette hypothèse-là, elle est jamais remise en cause. Et c'est là qu'est le nœud du problème, à mon avis. On a également une difficulté, on observe une difficulté réelle à discuter de ces questions, en fait, parce qu'on va rapidement sur un terrain politique, et là, la réaction des étudiants, au moins en école d'ingénieur, les étudiants se ferment complètement, alors qu'on devrait aller sur ces terrains-là. Voilà, message numéro 4, à mon avis, une grosse urgence. Si on veut faire de l'IA frugale, il faut avant tout faire évoluer les imaginaires des étudiants. Et je le dis encore une fois sans jugement de valeur, hein, c'est vraiment un constat, et moi j'étais absolument pareil, voire pire. Voilà, mais je pense que c'est nécessaire. J'arrive à la fin de mon exposé. En conclusion, un petit message à emporter. Donc, je pense que l'IA frugale, en termes d'enseignement en particulier, est victime d'une confusion majeure. C'est que la frugalité est souvent vue comme une vertu environnementale. Et je pense qu'il faut sortir un peu de là. En fait, il y a de bonnes raisons de faire de l'IA frugale, je pense. Dans des contextes que j'ai cités, c'est faire aussi bien avec moins de calculs. Ça peut être le cas, par exemple, si on veut faire de l'IA embarqué, comme j'ai dit, ou si on veut travailler sur des beaux problèmes mathématiques et informatiques, mais pas du tout pour faire la réduction d'impact environnemental. Je pense qu'il faut sortir un peu de ces imaginaires-là et, par pitié, en fait, arrêter les images de feuilles d'arbres qui poussent dans les GPU. Je ne sais pas si vous avez vu ces trucs-là. Chaque fois, vous tapez IA frugale, vous avez
un CPU ou un GPU et vous avez une petite feuille ou un petit brin d'herbe qui peut. Ouais, mais il faut arrêter ça. Il faut mettre un baril de pétrole ou un truc comme ça. En fait, c'est ça la réalité qu'il y a derrière. Et je le dis à moitié sérieusement parce que c'est ce genre d'image qui vrille un peu nos imaginaires collectifs en nous faisant un peu croire que bosser sur de l'efficacité, ça va faire pousser des arbres dans nos ordinateurs. Pas du tout, en fait. Sinon, en fait, si on veut faire de l'IA frugale vraiment au sens réduction d'impact environnemental, alors il faut parler des angles morts et remettre en cause surtout les hypothèses implicites qu'il y a derrière. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Déjà, il faut aller regarder les autres domaines de l'IA symbolique, par exemple. Il faut regarder la fabrication des machines, il faut regarder tous les autres impacts au cours du cycle de vie. Il faut regarder les questions d'usage. À quoi ça sert de faire des modèles d'IA? Qu'est-ce qu'on va en faire dans la société? Et puis, faut essayer d'expliciter quand on est dans un modèle productiviste et extractiviste et que, en fait, tout ça, ça s'inscrit dans ce modèle de société-là. Et c'est ce modèle-là qu'il faut peut-être remettre en cause avant de faire de l'efficacité, si vraiment notre objectif, c'est de réduire les impacts environnementaux. Voilà, il y a beaucoup de matière à discussion. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Je serai là pendant les 2 jours. Merci de votre attention. Bonjour, ouais, merci Sylvain. Moi, Edouard Klein-Peter, CNRS, on se connaît un peu. Super exposé, je suis d'accord avec quasiment tout ce que tu dis. J'ai juste deux trucs. Le premier, il y a un chiffre qui m'a choqué, c'est sur l'impact carbone de l'entraînement de GPT-3. Tu as mis 550 kilos d'équivalent CO2, ça paraît minuscule. Donc évidemment, comme j'ai Internet sous la main, j'ai regardé. Si tu prends l'intensité carbone de la production d'électricité américaine, on est à 820 kg par mégawattheure, donc multiplié par les 1278 mégawattheures, on est plus à 1000 tonnes d'équivalent CO2. D'accord, donc on est à 1 million de tonnes. C'est 1200 mégawattheures. Ah, je crois que dans le... Bon, c'est 1,2 gigawattheures. Mais bon, Bon, enfin bref, donc c'est beaucoup plus que ouais. ça, parce que quand tu as les ordres de grandeur en tête, tu sais qu'il y a un Français a un impact de à peu Oui. près entre 6 et 10 tonnes d'équivalent carbone par an. Tu te dis, non, GPT, ça peut pas être 12 fois moins, tu vois, c'est pas possible, Ouais. que un Français. Okay. Bon, bref. Et puis, donc, sur la partie enseignement, donc bon, tu fais le constat. Je voulais savoir, est-ce que tu as un commentaire sur l'évolution des mentalités? Est-ce que ça bouge quand même un petit peu? Et deuxièmement, sur la réponse de l'administration, enfin de la structure d'enseignement, est-ce que c'est des thématiques qui sont poussées? Est-ce que ce que tu dis là est entendu? Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont des témoignages là-dessus? Enfin voilà. Merci. Ouais, merci du coup pour ces questions. Donc pour la question des chiffres, j'ai été feignant, j'ai pris l'article de Patterson et j'ai peut-être fait un copier-coller malencontreux. Donc ce sera à vérifier et ce sera à vérifier si les sources sont correctes aussi. Pour la question de l'enseignement, alors sur nos cohortes d'étudiants, moi je prétends pas du tout à l'exhaustivité parce que je vois essentiellement que des NCMag et c'est un public ultra particulier. Ingénieurs en informatique, ils sont là pour faire de l'informatique. Et en fait, on observe, enfin, je sais pas, mes collègues pourront le dire aussi, peut-être, on observe. Alors, il y a quelques années, il y avait aucun étudiant qui était sensibilisé à ça. Maintenant, ils commencent à être sensibilisés, mais ceux qui ont vraiment conscience des impacts et qui sont vraiment prêts à s'impliquer là-dedans, ça se compte sur les doigts d'une main par promo de 250. Donc, bon, on part de 0, on arrive à 4-5, quoi. C'est une croissance infinie, mais on n'est pas sur les déferlantes. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai observé. Mais encore une fois, je ne prétends pas à l'exhaustivité puisque c'est un public particulier. Après, sur le soutien de l'administration, je trouve qu'on a vraiment énormément de chance, au moins à l'NCMAC, parce qu'on est très soutenu. On a les mêmes difficultés qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut dégager du temps dans les cursus pour mettre ces enjeux-là. Mais on a la chance d'être soutenu par les équipes de direction. Voilà. Donc,
on a vraiment beaucoup de chance. Peut-être, oui, il y a une question du chat, mais juste pour rebondir, en fait, on est même en train de construire un semestre entier qui sera un semestre à choix où on ferait de l'informatique autrement. Là, c'est en construction, donc tous ceux qui ont des idées, évidemment, pourraient se rapprocher de nous ou de Florence, Sylvain ou moi. Alors, on a une question dans le chat de Nicolas Tirel, qui est doctorant, qui vient de démarrer une thèse. Donc, je te la livre, Sylvain. Alors, je mets des cotes. Hein. Donc, oui, alors là, il y en a une deuxième. Donc, j'ai une question justement pour briser ce mythe de l'efficacité énergétique égale solution miracle pour l'environnement. Comment inscrire un imaginaire sobre et réellement frugal au-delà de l'efficacité en imaginant que déployer une masse d'IoT, qui est la tendance par exemple, CF présentation d'avant, c'est pour Christophe, un petit tacle pour Christophe, peut être un contresens typiquement parce qu'on va multiplier les équipements au lieu de chercher à réduire nos équipements. Et il dit merci pour l'exposé. Tu as le droit de réponse, Christophe aussi. Ouais. Moi, je sais pas vraiment quoi dire. C'est vraiment une question d'imaginaire. Donc, je suis pas spécialiste de ça. On essaie de mettre en place des choses à l'ENSIMAG justement pour travailler un peu plus sur ces questions d'imaginaire. Parce que jusqu'ici, on avait tendance à aborder le problème plus sur la question des enjeux techniques, donc faire de l'efficacité, effectivement, parce que c'est notre domaine, c'est notre zone de confort. En fait, on est informaticien, informaticienne, on est mathématicien, mathématicienne. Donc ça, on sait faire. Changer les imaginaires, on sait moins faire. Alors, il existe des solutions. Là, typiquement, ce qu'on a mis en place cette année là, pour la rentrée des premières années, avec essayer avec des ateliers qui sont inspirés de la fresque des nouveaux récits. Merci. Sur essayer d'imaginer le futur, enfin plusieurs scénarios alternatifs futurs. C'est ce genre de choses qu'on a essayé de mettre en place, mais c'est très compliqué à démonter, quoi. Donc, on ne sait pas faire, pas très bien. Il y a une petite remarque donc, de Clément sur le chat qui dit qu'effectivement pour ChatGPT, il y a une erreur de 1000, c'est 550 tonnes en fait, et pas kilos. Mais bon, Ah oui, c'est les chiffres qu'on non, a. mais oui, c'était des tonnes. C'est des tonnes, c'est tout. C'est des tonnes. 500 en C'est gros pas aller-retour. des kilos, ouais. Voilà. Non, Donc, non, mais c'est des tonnes. bon, ça, c'est pas grave du tout. Enfin, Ouais, il y a une Oui, erreur oui, c'est qu'il des faut tonnes. corriger. Et alors, on a une question de Didier M. Je te laisse deviner qui est de Didier M, qui te remercie pour ce super exposé. Et qui dit donc, est-ce que cette absence de sensibilisation ne peut pas aussi venir du fait que le message délivré par les écoles ne s'appuie aujourd'hui que sur quelques personnes actives et pas encore sur l'institution, justement? Donc, quel est le moteur, quoi? Je sais pas, c'est peut-être vrai dans certaines institutions. Moi, j'ai l'impression que sur Grenoble, il y a quand même beaucoup. Enfin, l'institution est assez motrice. Bon, on a quand même quelques personnes qui sont un peu réticentes, mais l'impression qu'on est quand même dans une phase plutôt positive. Et bah, faut juste continuer là-dessus. J'ai pas de solution miracle. Après, il y a d'autres endroits où effectivement l'institution peut être moins active et mettre plus de freins là-dessus. Mais bah, je sais pas. Franchement, je pense qu'on bénéficie déjà de bonnes conditions. Et pour autant, on a quand même des difficultés. Donc, je pense que c'est intrinsèquement un problème compliqué à traiter. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe à l'exposé suivant? Oui, merci beaucoup pour l'exposé, ouais, c'est chouette. Moi, j'ai une question, en fait, quand tu dis l'institution, elle nous aide, etc., mais c'est aussi l'équipe enseignante. Donc, si à côté, il y a un cours d'IA, enfin, il y a des cours, en gros, nos cours, ils sont technosolutionnistes en informatique, quoi. Donc, si on a l'ensemble de cours qui sont comme ça et que ces cours-là viennent à côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une formation des enseignants ou de l'équipe enseignante qui est nécessaire, une sensibilisation, ouais. Et comment vous avancez là-dessus? Comment on avance là-dessus? Déjà, on a une équipe RSE. C'est déjà un bon début avec des gens super motivés. Et puis après, bon, de toute façon, on ne peut pas convaincre tout le monde non plus dans le corps enseignant. Ouais, mais après, en fait, c'est plus une question de rapport de force, mais en termes de place prise dans la maquette, parce que finalement, c'est toujours ça le nœud du problème. Plus on va prendre de place dans la maquette sur ces aspects-là, en fait, moins il y aura mécaniquement d'autres cours
qui vont à l'encontre de ça. C'est vrai qu'il y a un discours qui est plutôt technosolutionniste, un discours ambiant, mais c'est bon. C'est pareil, j'ai pas de réponse là-dessus. On a une équipe RSE, on travaille là-dessus, on essaie de fédérer les forces des gens qui sont déjà assez nombreux à nous suivre. Mais voilà, je crois qu'on n'a pas de véritable frein. OK, donc je propose qu'on continue la discussion avec Sylvain dans la pause. Oui, il y en a beaucoup. Désolé pour. Voilà. Merci Sylvain.